Parfait. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud. On a ouvert les fenêtres, donc ça devrait aller d'ici peu, j'espère. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter Sarga Moussa et en réalité de faire sa connaissance en personne après des années où j'ai suivi ses travaux de loin. Donc Sarga Moussa est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur de l'UMR Tallinn. Il a enseigné dans différentes universités en France, en Suisse, en Allemagne et au Liban. Et il est rédacteur en chef de la revue en ligne Viatica. Il est spécialiste de l'orientalisme littéraire et du récit de voyage en Orient, en particulier au XIXe et XXe siècle. Et il travaille plus largement sur la représentation des altérités culturelles dans la littérature française. Il s'intéresse notamment aux figures du nomadisme, aux représentations de l'esclavage, au discours raciologique. Et il a écrit de nombreux articles sur les récits de voyage en Orient de Lamartine, de Nerval, de Flaubert et de Gautier. Il a co-dirigé une anthologie sur le canal de Suez au miroir de la littérature et de l'histoire, dans une perspective de mémoire croisée, apparaître dans la collection Vers l'Orient, qu'il dirige avec Daniel Lançon à UGA Éditions. Il a aussi co-dirigé le colloque Nicolas Bouvier dans Le Monde, réception et traduction, dont les actes sont à apparaître en ligne sur Fabula. Et donc, parmi ses nombreuses autres publications, en co-direction avec Hans-Jürgen Lüsebrink, Dialogue interculturel à l'époque coloniale et postcoloniale, 2019. En co-direction avec d'autres, La littérature de voyage aujourd'hui, héritage et reconfiguration, dans la revue des lettres modernes. Et une autre co-direction avec Nicolas Dufetel, Voyage croisé entre l'Europe et l'Empire ottoman au XIXe siècle, écrivain, artiste et musicien à l'époque des Tanzimat, publié à Istanbul, si je me trompe. Mais il a publié bien d'autres choses aussi, mais ce sont parmi les publications les plus récentes. Et donc, juste avant de passer la parole à Sarga, je voudrais remercier l'ambassade française pour leur soutien, pour soutenir donc, la visite de Sarga et sa présence parmi nous aujourd'hui. Bon, merci beaucoup, chère Jennifer, pour cette présentation. Merci aux organisatrices de ce congrès. Je suis très heureux d'être parmi vous, de revenir aussi à Londres après plusieurs décennies. C'est un véritable retour, une joie d'être parmi vous. Vous verrez que les Anglais jouent un certain rôle dans cette communication. Nous verrons cela tout à l'heure. Donc, voilement, dévoilement et envoilement dans les voyages en Égypte au XIXe siècle. En reprenant le célèbre ouvrage d'Edward Said, Orientalism, qui a marqué un tournant dans l'étude de l'orientalisme littéraire, on s'aperçoit qu'il ne parle guère du voile. Si la femme apparaît, c'est surtout à travers la figure de Kouchoukanem, que Flaubert a rencontré en 1850 à Esneh, en Haute-Égypte. Saïd en fait une sorte d'emblème des relations de pouvoir entre l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire de la domination du premier sur le second. Le voyageur apparaît ainsi lui-même comme une métaphore d'un Occident impérialiste, violent et dominateur, tandis que la prostituée incarnerait un Orient passif, réduit au silence, bref, ayant vocation, entre guillemets, à être dominé et colonisé. Alors, je ne compte pas revenir sur l'interprétation de cet épisode, que je ne partage pas entièrement, tout en reconnaissant bien sûr l'importance sur un plan général du discours orientaliste dans le corpus des voyages en Orient au XIXe siècle. En ce qui me concerne, je me situe vis-à-vis des études postcoloniales, et en particulier s'agissant d'Orientalism, dans une perspective que je qualifierais de critique constructive. C'est-à-dire que je reconnais la nécessité historique de l'analyse saïdienne, tout en refusant d'en faire une grille d'interprétation valable, de manière univoque. Il me semble qu'il faut bien entendu prendre en compte dans ce domaine les apports des travaux en études de genre, par exemple ceux de Meida Yegenoglu, de Reina Lewis, ou encore de Natascha Hückmann, une chercheuse allemande, qui peuvent révéler d'ailleurs, ou non, des spécificités d'un regard occidental féminin sur l'Orient. Mais je maintiens qu'il faut aussi être sensible à la diversité des points de vue, à la subjectivité de chaque auteur ou autrice, enfin à la question de l'historicisation du corpus viatique considéré. Et je note par ailleurs que Saïd a lui-même évolué dans sa pensée, ce dont on ne tient souvent pas beaucoup compte en France, par ignorance tout simplement. Ainsi, dans Culture and Imperialism, où apparaît chez lui la notion de résistance,
On peut faire jouer avec celle d'agentivité, agency, qu'il s'agisse de celle des orientales ou plus largement de l'Orient. Il n'est pas possible donc de réduire à un corps passif vis-à-vis d'un Orient qui aurait la prérogative d'une action quelle qu'elle soit. Une précision méthodologique encore. J'ai réduit ici l'Orient à l'Égypte de façon à avoir un terrain de comparaison aussi cohérent que possible, sachant que le voyageur qui constitue mon point de départ à la fin du XVIIIe siècle, à savoir Volney, fait de l'arrivée à Alexandrie une véritable porte de l'espace oriental, et que le second texte de Loti, l'auteur qui clôt mon corpus, à l'aube du XXe siècle, constitue l'Égypte en enjeu politique majeur depuis qu'elle est occupée par l'Angleterre. On examinera donc ici dans un large XIXe siècle, à travers un certain nombre de récits de voyage en Égypte, passant donc par Denon, Nerval, Flaubert, Ducamp ou encore la comtesse de Gasparin, le motif du voile oriental, terme entendu d'abord au sens matériel, le voile porté par les orientales, mais on verra, et je l'ai découvert au fond moi-même en creusant cette question maintenant pour vous, qu'il peut aussi concerner les hommes. On considérera aussi le voile d'un point de vue métaphorique, que ce soit lorsque le voyageur européen se donne pour mission de dévoiler l'Orient aux yeux de ses lecteurs, ou encore dans une sorte de retournement dialectique, ce sera ma dernière partie, lorsque le voyageur se trouve envoilé, transformé dans son identité même. Première partie, donc, voilement. Partons d'une page célèbre du voyage en Syrie et en Égypte, 1787, de Volney, un voyageur qu'on peut rattacher au courant des idéologues, lesquels pensaient que les idées étaient le produit d'un ensemble de facteurs environnementaux agissant sur nos sens, comme vecteurs de compréhension du monde. Volney, qui se rend en Orient entre 1783 et 1785, voyage donc en philosophe, avec l'ambition de porter sur l'Empire ottoman un regard objectif. Alors il a été montré évidemment depuis longtemps que Volney s'inscrit en réalité dans la tradition de l'imaginaire du despotisme oriental remontant à Montesquieu, dont on vient de parler d'ailleurs. Voici comment Volney décrit l'arrivée du voyageur à Alexandrie. Et vous noterez au passage le point de vue généralisant, bien dans l'esprit des Lumières, qui fait du voyageur une sorte de neutre, un faux neutre bien sûr, mais qui est censé caractériser ce point de vue des Lumières. D'un point de vue européen, nous le savons aujourd'hui, eurocentrique et même francocentrique. Descend-il la terre, dit Volney, il c'est le voyageur, descend-il la terre, une foule d'objets inconnus l'assaille par tous ses sens. C'est une langue dont les sons barbares et l'accent âcre et guttural effraient son oreille. Ce sont des habillements d'une forme bizarre, des figures d'un caractère étrange. Au lieu de nos visages nus, de nos têtes enflées de cheveux, de nos coiffures triangulaires et de nos habits courts et serrés, il regarde avec surprise ces visages brûlés, armés de barbe et de moustaches. Alors la citation continue jusqu'à la fin de la page, dans la même veine, à la fois dépréciative et oppositionnelle, l'autre étant construit très simplement, il faut le dire, comme l'antithèse du moi, selon une rhétorique ancienne qui remonte à Hérodote. La description des rues alexandrines se termine par la mention de ces espèces de fantômes ambulants qui, sous une draperie d'une seule pièce, ne montrent d'humain que deux yeux de femme. Alors nous en arrivons donc à notre thématique privilégiée du voile, lequel est ici ce que nous appelons aujourd'hui le voile intégral, c'est-à-dire dans ce cas le niqab, une tenue qui recouvre entièrement le corps de la femme avec un voile qui laisse toutefois une échancrure pour les yeux. En qualifiant les musulmanes qu'il voit de fantômes ambulants, Volney s'inscrit dans la vision négative d'un Orient dont l'islam en tant que civilisation est perçu comme un anti-Occident. Mais il y a plus. Ces orientales, dont le corps est entièrement recouvert, visage compris, apparaissent elles-mêmes comme une sorte de métaphore d'un Orient qui ne se révèle que peu à peu au regard du voyageur, suscitant chez ce dernier l'indignation, à vrai dire, plutôt que la curiosité. Je cite à nouveau Volney. « Ce n'est qu'après être arrivé au gîte si désiré quand on vient de la mer que, devenu plus calme, il, toujours le voyageur, considère avec réflexion ces rues étroites et sans pavés,
ces maisons basses dont les jours rares sont masqués de treillage, ce peuple maigre et noirâtre qui marche nu-pied et n'a pour tout vêtement qu'une chemise bleue, ceinte d'un cuir ou d'un mouchoir rouge. Déjà, l'air général de misère qu'il voit sur les hommes et le mystère qui enveloppe les maisons lui font soupçonner la rapacité de la violence et la défiance de l'esclavage. Fin de citation. Alors, on progresse ainsi dans la compréhension de la vision volneyenne de l'Orient. Outre les femmes, les maisons sont aussi voilées à travers le treillage des moucharabiyés, ces ouvertures grillagées qui permettent à la fois de protéger les femmes à l'intérieur du regard intrusif des hommes de l'extérieur, mais aussi, on ne le sait pas souvent, de ventiler les habitations dans les climats chauds. Il y a aussi une fonction pragmatique différente. Au choc culturel premier est censé se substituer un processus de réflexion pour Volney, donc de mise à distance. En réalité, Volney sait déjà ce qu'il vient chercher et la grille intellectuelle, je souligne ce mot en jouant dessus, la grille intellectuelle du despotisme oriental est toute prête à être appliquée comme élément d'explication supposément objectif. L'image de la femme voilée comparée à un fantôme, puis celle des fenêtres grillagées des maisons, peuvent donc valoir comme métaphore d'un Orient, lui-même considéré comme emprisonné, à la fois voilé, donc interdit au regard des voyageurs, mais aussi victime d'un pouvoir censé être le bourreau de son propre peuple. Il y a chez Volney quelque chose comme une surexposition du voile, perçue comme une pure négativité, ce qu'on pourrait appeler peut-être un voilement obsessionnel. Cette vision dysphorique du voile se retrouvera chez un voyageur comme Dominique Vivant-Denon, bien que de manière atténuée. Denon accompagne l'expédition de Bonaparte en Égypte en tant que chroniqueur et dessinateur, et il publie dès 1802 son voyage dans la Basse et la Haute-Égypte. Étant lui-même un artiste, l'auteur est sensible à des questions esthétiques, qui étaient largement absentes du voyage de Volney. Par ailleurs, il faut rappeler que Denon avait publié anonymement un conte libertin, Point de lendemain, d'où un regard sur les femmes orientales non dépourvues d'ambiguïté. Je cite. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les filles qui ne sont point nubiles et pour lesquelles la rigueur n'existe pas encore, retracent assez en général les formes des statues égyptiennes de la déesse Isis. Les femmes du peuple, qui ont plus soin de se cacher le nez et la bouche que toutes les autres du corps, les autres parties du corps, découvrent à tout moment, non des attraits, mais quelques beaux membres dispos, conservant un aplomb plus leste que voluptueux. Je saute une partie de la citation. Leur draperie longue ne serait pas sans noblesse si un voile en forme de flamme de navire, qui part des yeux et pend jusqu'à terre, n'attristait tout l'ensemble jusqu'à le faire ressembler au lugubre habit de pénitent. Fin de citation. Alors, sans oser célébrer franchement la beauté des corps féminins égyptiens, Denon tend tout de même à les érotiser, tout en esthétisant de toute jeune fille non voilée, qu'il met en relation avec la figure d'Isis, déesse mère, très ancienne, associée à la connaissance. Nerval s'en souviendra, et nous y reviendrons. Mais la fin de cette citation montre que Denon dissocie le vêtement du voile, lequel fait ressembler, selon lui, les femmes adultes à des pénitentes. On entend ici un écho, je dirais, du courant anticlérical des Lumières. Mais voyons ce qu'en dit une voyageuse comme la comtesse de Gasparin, en reprenant l'épisode de l'arrivée à Alexandrie, moment censé représenter un choc culturel, puisque c'est en général par cette ville que commence le voyage en Orient, après la traversée de la Méditerranée. Valérie Boissier, c'est son nom de jeune fille, protestante d'origine genevoise, avait épousé un homme politique français, Agénor de Gasparin, avec qui elle partageait les mêmes combats, et notamment le combat abolitionniste. Ils accomplissent ensemble le traditionnel périple méditerranéen en 1847-48, et la comtesse publie dès leur retour, de manière anonyme, mais en signant par l'auteur du mariage au point de vue chrétien, par lequel elle s'était fait connaître en 1843, donc elle publie son journal d'un voyage au Levant, 1848,
ouvrage qui aura d'ailleurs un certain succès puisqu'il est réédité 2 ans plus tard avec une nouvelle préface de l'autrice. Valérie de Gasparin n'est pas une féministe. Elle est d'ailleurs en désaccord complet avec George Sand sur la question du divorce. Et c'est bien normal qu'elle soit en désaccord avec elle, puisqu'elle a écrit le mariage au point de vue chrétien. Elle défend le mariage, bien qu'elle le défende d'une manière, je dirais, progressiste pour nous. Par exemple, la finalité officielle, du point de vue catholique, avoir des enfants, se reproduire, n'est pas pour elle un devoir. Donc c'est intéressant aussi, et là, c'est un aspect, je dirais, particulier peut-être de son protestantisme. Donc c'est par ailleurs une femme pleine d'esprit, curieuse, et dont la force est de reconnaître que c'est bien, est de reconnaître que c'est bien elle et non son mari qui publie le récit de leur voyage. Voici comment elle décrit les premières orientales qu'elle voit en arrivant à Alexandrie. Quelques femmes portent l'eau dans un vase de terre cuite posé sur la tête. Elles sont vêtues d'une robe bleue à longs plis. Les manches larges, ouvertes, laissent voir leurs jolis bras ornés de bracelets d'argent ou de cuivre. Une pièce de toile bleue jetée sur les cheveux flotte par derrière. Elles ont le visage couvert d'une bande d'étoffe noire qui descend jusqu'au bas de la robe et qui se rattache au front par une agrafe. Alors l'autrice a sans doute lu 2 noms, même si elle ne le mentionne pas explicitement. La première différence par rapport à son prédécesseur est l'absence de point de vue désirant. Ce regard désérotisé est caractéristique des voyageuses européennes en Orient, bien que ce ne soit pas une règle absolue. Une femme peut parfaitement désirer aussi bien un homme qu'une autre femme. Mais en termes de tendance, c'est cela que montrent, disons, les femmes quand on regarde, disons, les récits des voyageuses en Orient. La seconde différence porte sur l'absence de jugement négatif quant au voile. Celui-ci est décrit pour lui-même, sans considération ni esthétique ni morale. Pourtant, la comtesse de Gasparin n'est pas indemne de clichés orientalistes et la suite de cet épisode montre que le récit de Volney l'a marqué, comme la plupart des voyageurs du XIXe siècle, bien au-delà de Chateaubriand. Une courte citation, à la fois drôle et un peu terrible. Le bruit des conversations arabes monte vers nous. Cette langue gutturale et saccadée ressemble au gloussement précipité des dindons. Alors on aura reconnu un écho de l'accent âcre et guttural par lequel l'auteur du voyage en Syrie et en Égypte qualifiait la langue arabe. On constate que le voile n'est bien sûr pas le seul trope permettant d'évaluer en quelque sorte le degré d'orientalisme des voyageurs et voyageuses en Orient. Un regard désérotisé sur les corps féminins ne signifie pas pour autant un point de vue neutre, encore moins empathique, sur les sons associés à la langue arabe. Cette perception dépréciative de l'arabe, qu'on pourrait d'ailleurs étudier comme un motif en soi, se retrouve par exemple chez Gabriel Charme, journaliste non dépourvu de talent littéraire et qui publie en 1880 un récit de voyage intitulé « 5 mois au Caire et dans la Basse-Égypte ». Au chapitre consacré à Alexandrie, il note par exemple la langue arabe avec ses sons rauques et durs contribue peut-être à produire cette impression tapageuse. Et c'est encore, un siècle après, un écho de Volney. Au fond, on a l'impression que chez Charme, le voile féminin n'est plus perçu comme un problème. En tout cas, il ne fait pas l'objet de considérations spécifiques lorsqu'il décrit son arrivée en Égypte. En revanche, tout se passe comme si la critique du visage oriental voilé se trouvait chez lui désormais reportée sur la langue arabe, jugée uniquement dans sa matérialité sonore, sur laquelle sont projetés les préjugés des voyageurs européens, dont, vous le savez, l'immense majorité ne sait pas l'arabe. La langue étrangère peut ainsi devenir, à son tour, métaphoriquement, un voile, un obstacle, une frontière dérangeante, voire, dans ce cas, une forme d'agression auditive. Mais revenons à la représentation du voile au sens littéral chez les voyageurs du XIXe siècle, pour évoquer la façon dont Théophile Gautier en parle lorsqu'il se trouve en Égypte, en 1869, au titre d'invité de marque du Khedive Ismaïl au moment des fêtes données pour l'ouverture du canal de Suez. Le voile féminin n'apparaît au fond que de manière fugitive,
dans les feuilletons de son voyage en Égypte qu'il publie en 1870 dans le journal officiel. À peine s'il mentionne à Alexandrie une silhouette de femme qui regarde à travers un mouchard habillé. Dans la lignée de Constantinople, son récit de voyage en Turquie de 1853, où il s'était employé à jouer sur les attentes de ses lecteurs et lectrices, en leur assurant qu'il ne lui était pas arrivé la moindre bonne fortune, au motif que les femmes sont peu visibles dans l'espace public, une vingtaine d'années plus tard, le motif du voile des orientales reste lui aussi, et encore plus, je dirais, à l'arrière-plan. Et s'il apparaît encore ici ou là, c'est surtout dans un contexte esthétique. Courte citation, à un coin de rue apparaît une femme masquée comme un domino. Le dernier mot étant sans doute un clin d'œil à la vision joyeuse et festive qu'avait donnée Nerval de son arrivée au Caire. C'est la scène du mariage copte. Bon, vous allez trouver que je suis un obsédé de l'intertextualité, mais en fait, je vous assure que c'est constitutif du genre dialectique. Et à force de travailler là-dessus, j'entends, même si ce n'est pas dit, même s'il n'y a aucune référence, cette intertextualité est présente. Et voilà. Gautier rendait hommage aussi à l'ami Nerval, trop tôt disparu. C'est précisément dans Les femmes du Caire, la première partie du voyage en Orient, 1851, qu'on trouve un portrait caricatural du touriste anglais en voyage. Véritable double négatif du narrateur nervalien qui, lui, est en quête d'immersion. Alors, vous connaissez peut-être cette page célèbre dont je ne rappelle que quelques lignes. Imaginez un monsieur monté sur un âne avec ses longues jambes qui traînent presque à terre. Son chapeau rond est garni d'un épais revêtement de coton blanc piqué. C'est une invention contre l'ardeur des rayons du soleil qui s'absorbe, dit-on, dans cette coiffure moitié matelas, moitié feutre. Le gentleman a sur les yeux deux espèces de coques de noix en treillis d'acier bleu pour briser la réverbération lumineuse du sol et des murailles. Il porte par-dessus tout cela un voile de femme vert contre la poussière. Alors, au-delà de l'anglophobie qui traverse ce récit de voyage, qui est bien réel, Nerval opère ici un déplacement significatif, intéressant pour nous, consistant à montrer que l'Orient n'a pas la prérogative du voile. Le voile qui est pris comme les autres couches protectrices dont le touriste anglais s'affuble. Vous avez remarqué ce que j'ai lu, mais la citation continue. Je vous ai épargné ce portrait terrible du touriste anglais, mais il a aussi un chapeau, il a un paletot de caoutchouc, au-dessus du caoutchouc il y a encore une couche supplémentaire, enfin, jusqu'aux lunettes comparées à des coques de noix en treillis. Enfin, c'est un scaphandrier quoi, qui se promène dans les rues du Caire. Bon, ce pauvre touriste anglais est pris dans une stéréotypie négative qui fait de l'anglais en voyage une sorte de paradoxe ambulant, dont le but serait surtout de se préserver de tout contact avec autrui, alors même qu'il cultive le goût du déplacement. Notons par ailleurs qu'il porte une voilette appartenant au costume féminin anglais, ce qui, aux yeux du narrateur nervalien, contribue sans doute à accentuer son ridicule. Donc le ridicule ne porte pas tellement peut-être sur le fait que c'est un voile qui est d'habitude oriental, mais que c'est un voile féminin, occidental. Il montre donc ce mélange, vous voyez, ce mélange des sexes est en soi intéressant. Il montre qu'il y a, à travers la thématique du voile, un travail d'hybridation, de déstabilisation des catégories de genre qui est à l'œuvre, et que la thématique du voile peut au fond déborder celle de la femme orientale. Cet antiportrait du voyageur fera lui-même l'objet d'un développement dans le voyage en Égypte de Gautier, au moment où il décrit l'habillement des invités européens qui s'apprêtent à monter dans le train d'Alexandrie pour le Caire lors des fêtes de Suez en 1869. La satire, cette fois, ne se limite pas aux touristes anglais, mais porte plus généralement sur les voyageurs occidentaux dans leur ensemble et leur peur maladive de l'étranger. Le voile reste le signe négatif d'une volonté de se couper de l'autre, mais il est remarquable qu'il ait en quelque sorte migré vers une masculinité occidentale qui témoigne de ce que l'on pourrait appeler un effet retour,
comme si l'horreur du voile oriental pouvait désormais contaminer le touriste européen en voyage. Je cite Gautier, là aussi j'abrège, hein, tout ça c'est des morceaux de bravoure, hein, ils s'en donnent à cœur joie, aussi bien Nerval que Gautier, on est dans la satire. Hein. Les coiffures surtout destinées à préserver de l'insolation étaient particulièrement bizarres. Les plus ordinaires étaient des sortes de casques, vous entendez le col Nerval, de casques à double fond, en toile blanche ouatée et piquée, avec un quartier se rabattant sur la nuque, comme les mailles des anciens casques sarrasins, une visière en abat-jour doublée de verre, et de chaque côté de la tête, 2 petits trous pour la circulation de l'air. Mais c'est vrai, ces casques existaient réellement, avec des trous. Là, on n'est pas dans la parodie, en fait. Comme si tout cela ne suffisait pas, un voile bleu, pareil à celui que portent les sportsmen aux courses d'Ascot ou de Chantilly, s'enroulait en turban autour de ce casque prêt à se déployer à l'occasion pour préserver du hâle des visages barbus qui ne semblaient pas avoir besoin de toutes ces délicatesses. Alors on notera, pour terminer ces considérations sur le voile du voyageur occidental, que celui-ci est associé non seulement à la peur phobique de tout contact direct avec l'environnement oriental, mais aussi à la dimension potentiellement agressive de ce harnachement censément protecteur. Le casque colonial, qui est aussi bien français qu'anglais d'ailleurs, est bel et bien un emblème impérialiste, un impérialisme qui se vérifiera dans le cas de l'Égypte avec l'occupation du pays par l'Angleterre en 1882. J'en arrive à ma deuxième partie, dévoilement. Examinons maintenant à travers quelques exemples pris entre le début et le milieu du XIXe siècle la façon dont certains écrivains voyageurs procèdent à une sorte de dévoilement métaphorique de l'Orient, mais un dévoilement suivi bien souvent d'une déception. On ne s'en étonnera pas chez Chateaubriand, qui dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811, véhicule une vision systématiquement négative de l'Empire ottoman. On connaît son obsession anti-turque, mais à vrai dire, sa vision des Arabes nomades n'est pas tendre non plus. Chateaubriand en donne un portrait physique et moral lorsqu'il se trouve au bord de la mer Morte. Ce portrait concerne d'abord les hommes, dont malgré une démarche fière et une beauté de visage, la langue bruyante et aspirée, nouvel écho de Volney, les fait entrer dans la catégorie des sauvages. Vient ensuite le tour des femmes, et c'est là qu'apparaît la question du dévoilement. Les femmes arabes ont la taille plus haute. Alors quand il dit arabe ici, enfin c'est pas dit, hein, mais je vous le dis, faites-moi confiance, le contexte le détermine, ce sont des arabes nomades. Les femmes arabes ont la taille plus haute en proportion que celle des hommes. Leur port est noble, et par la régularité de leurs traits, la beauté de leur forme et la disposition de leur voile, elles rappellent un peu les statues des prêtresses et des muses. Peut-être souvenir de deux noms. Ceci doit s'entendre avec restriction. Ces belles statues sont souvent drapées avec des lambeaux. L'air de misère, de saleté et de souffrance dégrade ces formes si pures. Un teint cuivré cache la régularité des traits. En un mot, pour voir ces femmes telles que je viens de les peindre, il faut les contempler d'un peu loin, se contenter de l'ensemble et ne pas entrer dans les détails. Le narrateur décrit lui-même, donc, de manière autoréflexive, une perception qui se déroule en deux temps. D'abord, une forme d'idéalisation esthétisante, les femmes arabes étant comparées à des statues antiques, puis un renversement complet à la suite d'un regard de près. On notera au passage qu'un teint cuivré, c'est une forme de noirceur de la peau, c'est une autre manière de dire noir, un peu esthétisante, est jugé incompatible avec la beauté féminine, déterminée, en effet, par le canon occidental comme étant blanche. Mais ce que je veux souligner ici est ce double mouvement oculaire, cette variation de focale qui va du loin au proche et qui, en arrivant au détail, est censé, dans une démarche supposément réaliste, parvenir à une vérité de l'objet supposément dévoilé.
le processus d'appréhension progressive du réel par l'œil du voyageur se retrouve chez nombre d'autres voyageurs du XIXe siècle, comme chez Nerval, dont le voyage en Orient est ponctué d'épisodes déceptifs liés à la prise de conscience d'une illusion. On a remarqué depuis longtemps que les femmes dont le narrateur tombe amoureux sont au fond des avatars d'Isis, la déesse voilée, qui fait elle-même l'objet de la quête de l'initié dans le premier récit fictionnel, celui qui se situe dans la Grande Pyramide. Le savant allemand qui raconte cette histoire au narrateur, au sommet de Khéops, insiste sur le fait que les tentatives de l'initié étaient toujours vouées à l'échec, sauf, paradoxalement, s'il renonçait à son entreprise de dévoilement à la quatrième et dernière épreuve. Voici comment l'interlocuteur berlinois du narrateur interprète le mythe orphique. C'est une citation à l'intérieur du texte de Nerval. Orphée eut encore moins de succès que Moïse. Il manqua la quatrième épreuve dans laquelle il fallait avoir la présence d'esprit de saisir les anneaux suspendus au-dessus de soi quand les échelons de fer commençaient à manquer sous les pieds. Il retomba dans le canal, d'où on le tira avec peine. Et au lieu de parvenir au temps, il lui fallut retourner en arrière et remonter jusqu'à la sortie des pyramides. Pendant l'épreuve, sa femme lui avait été enlevée par un de ces accidents naturels dont les prêtres créaient aisément l'apparence. Il obtint, grâce à son talent et à sa renommée, de recommencer les épreuves et les manqua une seconde fois. C'est ainsi qu'Eurydice fut perdue à jamais pour lui et qu'il se vit réduit à la pleurer dans l'exil. Voilà la mélancolie aussi dont nous parlons. Si l'on accepte de rattacher cette histoire à notre thème du dévoilement, histoire qu'on pourrait facilement lire aussi comme un mini-vaudeville parodique, il y a un côté parodique très fort chez Nerval, malgré la mélancolie, malgré le sérieux, malgré la douleur, il y a un côté humoristique aussi chez Nerval. Il apparaît que la proximité féminine n'est donc pas dépourvue de risques. Pour nous limiter à l'Égypte, outre la figure de l'esclave javanaise avec laquelle les malentendus s'accumulent, différents micro-récits des femmes du Caire peuvent s'interpréter dans la même veine désillusionnante, liée à un regard de près porté sur les femmes décrites. On peut en donner ici un exemple connu qui commence au chapitre intitulé « Une aventure au Bézestin », où le narrateur poursuit deux femmes à l'intérieur du bazar, dont il s'aperçoit en arrivant chez elles que ce sont en réalité, vous le savez peut-être, des Françaises, habillées à l'orientale, respectivement femmes et filles d'un Turc, qui est en réalité un Français installé au Caire. Je cite quelques lignes du moment de la désillusion qui nous ramènent directement à la question du voile. Ces dames ne me savaient pas le moindre gré d'un choix aussi hasardeux où aucun de leurs charmes n'était intéressé, car il faut avouer que le habbara noir, c'est un voile de taffetas, moins attrayant que le voile des simples filles fellah, les fellah c'est les paysans, ici les paysannes, fait de toute femme un paquet sans forme, et quand le vent s'y engouffre, lui donne l'aspect d'un ballon à demi gonflé. Alors, il y a certes des degrés dans le rejet du voile, mais ce qui ressort de cet épisode, c'est surtout que derrière le vêtement oriental, promesse d'érotisme liée à un Orient rêvé comme sensuel depuis la traduction par Galland des Mille et une nuits, il n'y a que déception, formulée à nouveau sur un ton parodique. On retrouvera le même mouvement déceptif lorsque le narrateur pénètre dans le harem du vice-roi, qui s'avère non seulement vide de femmes, mais, et pour cause, sinon il n'aurait jamais pu y pénétrer, justement, mais rempli d'objets européens comme des pendules à musique. La pendule, c'est vraiment l'objet européen par excellence, ou encore, et puis qui nous renvoie à un temps, une temporalité européenne. C'était un cadeau de Louis-Philippe. Ou encore le chapitre consacré aux Khowads, qui fait comprendre aux touristes naïfs croyant voir un spectacle d'Almé, les Almés sont des danseuses, je ne vais pas rentrer là-dedans, qu'on réévalue aujourd'hui, qui sont des femmes savantes en réalité, qui avaient des compétences réelles, mais qui parfois étaient devenues des prostituées. Eh bien, les voyageurs voulaient voir ces Almés. Nerval veut assister à un spectacle d'Almé,
Et à la fin de ce spectacle, il écrit « À bien examiner les choses, l'une d'entre elles apparaît avec, dit-il, une barbe de 8 jours. » Pour l'Orient féminisé, on repassera. Pas bon pour Saïd, ça. Poursuivons ce motif du regard de près en nous intéressant au voyage en Égypte de Flaubert et de Ducamp en 1850. Nous parlions à l'instant des Almées. Couchoukanem, avec laquelle les deux amis passent une nuit enflammée à Esneh, est justement une ancienne Almée exilée par Mohamed Ali en 1834, parce qu'il fallait donner une meilleure image du Caire, se retrouve donc en Haute-Égypte, est devenue prostituée. Le premier portrait qu'en donne Flaubert est sans surprise celui d'une femme dévoilée, grande et splendide créature, dit Flaubert dans ses notes, aux yeux noirs et démesurés, les épaules et la poitrine dénudées. Au fond, ici, il n'y a rien à dévoiler. Elle apparaît en majesté, comme une sorte de déesse orientale, dans sa splendeur native. Mais ce qui est remarquable, c'est que la suite de cette description fait l'objet d'une rupture de ton. Couchouk a, je cite Flaubert, une incisive d'en haut, côté droit, qui commence à se gâter. Alors, ce détail trivial a été remarqué depuis longtemps par la critique, et je n'apprends rien aux Flaubertiens, et peut-être à vous tous ou toutes, je ne sais pas. En revanche, il me semble qu'on a peu commenté le fait que cette notation réaliste soit placée à cet endroit, c'est-à-dire dans le premier portrait qu'il fait, c'est-à-dire de manière complètement irréaliste. Il n'est pas possible que dans cette vue en contre-plongée, il est en contre-plongée, il est au bas des escaliers, il voit apparaître cette déesse orientale à plusieurs mètres au-dessus de lui, il puisse voir une incisive d'en haut, côté droit, carriée. Et donc, ceci est intéressant à toutes sortes d'égards. D'abord, pour montrer que Flaubert retravaille ses notes. Ces notes ne sont pas le réel tout cru, comme ça, en pure transparence, mais ça montre aussi qu'il a décidé d'en faire un portrait d'une certaine complexité, dont la beauté est elle-même dégradée, ou plus exactement, dont la dégradation contribue à la beauté. Doit-on s'étonner donc de cette notation? Pas totalement, sachant d'une part que Flaubert est fils de médecin, donc attentif au corps malade, et d'autre part qu'il est un futur écrivain réaliste. Il sait parfaitement qu'il va devenir un écrivain, il le dit. Il ne sait pas ce qu'il va écrire, mais il veut consacrer sa vie à la littérature, il le dit dans ses lettres d'Orient. Doté par ailleurs d'un sens aigu de l'observation, ayant par ailleurs décrété lors de la remontée du Nil qu'il fallait, c'est une formule très connue, être œil tout bonnement, le jeune voyageur absorbe le réel à haute dose. Le plus étonnant, c'est non pas que Flaubert ait noté la présence d'une carie, mais donc qu'il l'ait placé, parce qu'il ait placé cette observation à l'intérieur du portrait laudatif, réellement laudatif de Couchouk, provoquant ainsi, comme, c'est moi qui dis cela, en renvoyant à Stendhal, comme un coup de pistolet au milieu d'un concert. Vous connaissez cette formule célèbre que Stendhal emploie à plusieurs reprises, dans plusieurs de ses œuvres. Cette présence d'une incisive qui commence à se gâter dans ce portrait, au fond, n'a rien d'aléatoire. Elle résulte au contraire d'un choix qui montre donc que Flaubert a retravaillé ses notes et qu'il les a aussi conservées, soigneusement recopiées en rentrant à Croisset, qu'il les a conservées, ce qui a fait que sa nièce, Caroline de Comenville, a pu les éditer en 1910 dans la première édition des œuvres complètes, censurées bien entendu, vidées de tous les aspects grivois, parce qu'elle n'était pas publiable comme telle à l'époque, mais enfin, c'est elle quand même qui a fait ce premier travail. Le regard de près, et même, je dirais, de très près ici, dont témoigne cette notation de la dent carriée, nous dit quelque chose, à la fois sur la volonté occidentale de dévoilement de l'Orient et sur une vision orientaliste originale que Flaubert commentera lui-même 3 ans plus tard
donc à son retour en France, dans une lettre adressée à Louise Collet, avec qui il avait renoué, et à qui il avait donné à lire ses notes de voyage, bon, ce qui évidemment est un problème, hein, vous imaginez. Il renoue avec elle, et puis elle tombe sur la nuit avec Couchoukanem. Bon. Alors évidemment, elle avait protesté. Et donc Flaubert lui répond dans cette lettre. Peut-être connaissez-vous tous aussi cette citation, je ne sais pas, bon, mais elle est magnifique, je vous l'ai dit. Tu me dis que les punaises de Couchoukanem te la dégradent, c'est là, moi, ce qui m'enchantait. Leur odeur nauséabonde se mêlait au parfum de sa peau ruisselante de santal. Je veux qu'il y ait une amertume à tout. Un éternel coup de sifflet au milieu de nos triomphes. A-t-il lu Stendhal? Et que la désolation même soit dans l'enthousiasme. Le dévoilement de l'intérieur de la bouche de Couchouk ne conduit pas ici à une déception ou à la critique de l'auto-illusionnement, comme chez Nerval. Le réalisme démythifiant, au fond, fait lui-même partie de la beauté orientale, telle que l'a définie ici Flaubert. Tout voir, donc tout dire, y compris ce dont on ne parle pas d'habitude, pour mieux faire voir l'Orient, peut-être le monde d'ailleurs, dans sa dimension contrastée, hybride, ambivalente, telle pourrait être l'esthétique viatique de Flaubert en Égypte. Voyons ce qu'il en est chez son compagnon de voyage. S'agissant de Couchoukanem, Ducamp est beaucoup plus discret dans la façon de raconter sa nuit d'amour. Certes, il évoque cet épisode dans Le Nil, son récit de voyage publié en 1854, mais de façon gazée, ce qui est d'ailleurs compréhensible puisqu'il s'agit d'un ouvrage publié. Plus surprenant, si l'on consulte le récit de cet épisode dans ses notes de voyage, on ne trouve pas non plus un mot concernant la sexualité, sauf à l'occasion de la seconde rencontre avec Couchouk au retour de la Nubie. Et encore, il s'agit simplement d'une des danseuses qui imite un coït violent. Il y a manifestement chez Ducamp une pudeur particulière, une sorte de voile qu'il jette sur certaines scènes, comme l'a bien vu Alain Buisine, qui parle à son propos d'un travail de voile. À titre d'exemple, voyons comment est décrite dans Le Nil la fameuse danse de l'abeille, véritable striptease orientale, qui fera la joie de nombreux voyageurs du XIXe siècle, peut-être même au-delà. Il n'y eut ni abeille, ni jeune fille piquée. Ce fut très simple et même passablement bête. Couchoukanem s'agitait et ôtait ses vêtements l'un après l'autre. Lorsque le dernier fut enlevé, elle fit 2 ou 3 gambades insignifiantes et se précipita ensuite vers ses larges pantalons où elle entra et resta cachée jusqu'au cou, comme dans un sac, pendant quelques minutes. Les danseuses étaient fatiguées et presque enivrées d'araki. Le musicien, ivre-mort, bavait sur son rebec, tambour. Je dis adieu à Couchoukanem et je regagnai ma cange qui partit avec une bonne brise vers 4 heures du matin. Fin de citation. Ducamp donne donc une représentation totalement démythifiante de cet épisode qui se termine par un nouveau voilement. Au fond, il ne se passe à peu près rien, une ellipse, c'est très flaubertien hein, finalement, et à la fin, Couchouk, si j'ose dire, rentre dans son sac. Pantalon comparé à un sac. À titre de comparaison, Flaubert écrivait dans ses notes de voyage « Couchouk s'est déshabillé en dansant. Quand on est nu, on ne garde plus qu'un fichu avec lequel on fait mine de se cacher et on finit par jeter le fichu. » Voilà Flaubert, voilà le réalisme flaubertien à l'état cru. Hein, dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire on est tout nu, c'est bien ce qu'il dit. Donc, 2 stratégies d'écriture opposées. Dans un cas, celui du récit de voyage destiné à un large lectorat, hein, Le Nil de Ducamp, on a une ellipse qui débouche sur une représentation relevant de la caricature. Dans l'autre cas, les notes de voyage de Flaubert, celui d'une écriture destinée à soi-même, hein, pour la mémoire, ou à éventuellement un lectorat très restreint, la mise à nu du corps féminin est alors dite sans détour. Si l'on sort maintenant de cet épisode, on constate que sur d'autres plans, Ducamp manifeste lui aussi par certaines de ses postures une volonté de tout voir et tout dévoiler,
sans qu'elle se limite à une forme de voyeurisme malsain, comme dans le portrait du rachitique de l'hôpital Kasr el-Aini. Flaubert fait aussi cette description. Bon, peut-être je saute un peu parce que le temps passe. Ce sur quoi je voudrais terminer avec Ducamp, c'est montrer qu'il a envie de tout dévoiler, et ce dévoilement ne concerne pas seulement les femmes. Par exemple, il s'intéresse beaucoup à l'islam, et il a envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une mosquée, qui est un espace finalement aussi difficile d'accès aux voyageurs, ou presque aussi difficile d'accès que le harem. Il ne va pas du tout de soi, à cette époque-là, qu'un voyageur occidental entre dans une mosquée. Alors Ducamp écrit « J'allais partout, dans les maisons, dans les jardins du vice-roi, dans les khanes d'esclaves, et jusque dans la mosquée de Sultan Hassan, la plus vieille mosquée du Caire, où, caché dans un réduit fort obscur, j'assistais un vendredi à la prière de midi. » Pas très probable, enfin bon, c'est ce qu'il écrit. Suit une page de description détaillée de la prière musulmane qui traduit en tout cas l'intérêt bien réel de Ducamp pour l'islam, une religion à laquelle il s'intéresse plus, à mon avis, que Flaubert, et dont il révèle à ses lecteurs, tel un voyageur savant qu'il veut aussi être, les différents rituels des 4 rites principaux à l'intérieur de la religion sunnite. Voir, faire savoir en dévoilant l'Orient à la fois spirituel et matériel, mais au prix de certains silences évidemment sur son expérience personnelle, tel est bien le programme ambitieux d'un voyageur comme Ducamp, qu'on a, je pense, sans doute sous-estimé jusqu'à présent dans la tradition viatique. Dernière partie, envoilement. Pour terminer cette petite plongée dans les voiles, examinons un emploi particulier, en général métaphorique du terme, qui en même temps opère un renversement, puisque c'est désormais le voyageur lui-même qui va se trouver envoilé. On prendra pour exemple 2 récits de voyage de Pierre Loti. Le premier, Le désert, 1895, fait partie d'une trilogie qui se poursuit avec la Galilée et Jérusalem, paru la même année. Le désert que l'agnostique Loti parcourt pour accomplir ce pèlerinage fin de siècle est celui du Sinaï. Il choisit volontairement un itinéraire en dehors des lieux de visite habituels, à l'époque où feu l'agence Thomas Cook, dont il se moque abondamment, draine déjà des flots de touristes à travers l'Orient. Le second récit de voyage, intitulé « La mort de Philet », qui paraît en 1909, un petit peu avant déjà revu, renvoie à un séjour fait par Loti en Égypte en 1907 à l'invitation du célèbre nationaliste Mustapha Kamal, à qui sera d'ailleurs dédié l'ouvrage. Ces 2 récits sont antithétiques. L'un dit le charme d'une pénétration dans un espace minéral, presque sans homme, un retour dans le temps qui est aussi une sorte de voyage intérieur. L'autre montre, à l'inverse, une Égypte dénaturée par la modernité occidentale, couverte d'un ciel déjà noirci par les fumées des usines. 2 histoires de dépossession, donc. L'une acceptée, recherchée même par le voyageur, tandis que l'autre, subie par la pauvre Égypte et violemment rejetée par le même Loti. 2 envoilements, l'un positif, l'autre négatif. Le début du désert comporte déjà la thématique du voile, élargie à celle du vêtement. Le chapitre 1 se termine de la façon suivante. Donc, nous voici pour bien des jours dépêtrés de nos jaquettes occidentales, libres et peut-être embellis dans de longs burnous et de longs voiles, semblables à des cheikhs d'Arabie et impatients du départ matinal de demain. Les voiles orientaux, donc, ne sont plus seulement féminins, ils concernent aussi l'habillement masculin, celui des Arabes nomades qui accompagnent le voyageur dans sa traversée du Sinaï.
Loti pense ici certainement implicitement à Nerval, qui ne se privait pas d'ironiser sur nos affreux vêtements noirs d'Europe, comme il disait, et qui, dès son arrivée en Égypte, s'empressait de s'en débarrasser pour revêtir le costume local. Le narrateur du voyage en l'Orient, on le sait, donne tous les signes d'une volonté d'intégration à la culture locale. La question du vêtement oriental était déjà chez lui hautement symbolique. Arrivé à Beyrouth, il opposait une fois encore les vêtements étriqués d'Europe aux robes flottantes des Orientaux, qui, selon lui, donnent une dignité supplémentaire à l'embonpoint de l'âge. Du moins, feignait-il de le croire. Feignons donc de le croire. Or, on retrouve chez Loti cette opposition culturelle à travers le motif du vêtement, inscrite toujours dans une anglophobie insistante. À l'inverse du touriste anglais parodié par Nerval, le narrateur du désert se donne à voir comme un bédouin, certes avec un regard légèrement auto-ironique, conscient du caractère quelque peu artificiel de ce qu'il décrit lui-même comme un déguisement, mais préférant à tout prendre jouer dans une pièce orientale plutôt qu'européenne. Je le cite, et puis il y a l'amusement très enfantin de revêtir nos costumes d'arabe. Enfantin, on est dans le régressif, toujours chez Loti et en particulier dans ce texte. L'amusement très enfantin de revêtir nos costumes d'arabe, nouveau pour mes deux compagnons de voyage, s'il ne l'était plus pour moi-même. Pas bien nécessaire, il est vrai, ces déguisements-là, surtout dans cette première partie du désert sinaïtique, où tant d'Européens ont déjà passé, mais plus commodes au brûlant soleil des jours, autant qu'au froid des soirs, et surtout incontestablement décoratifs pour cheminer sur des dromadaires. Lorsqu'on n'est pas seul, on doit à autrui de ne pas promener dans son tableau de désert la tâche ridicule d'un costume anglais. Et c'est presque une question de bon procédé envers son prochain que de s'habiller au gré de son rêve d'artiste. À tout prendre, revêtir le burnou au désert est donc une question d'éthique. Esthétique qui est une éthique. Prenons au sérieux ces considérations malgré leur légèreté apparente et poursuivons le thème du voile, ou plus exactement de l'envoilement, dans ce chapitre introducteur décidément très riche. Voici comment Loti y parle du désert. Son immensité prime tout, agrandit tout, et en sa présence, la mesquinerie des êtres s'oublie. Et si brusque a été la prise de possession de nous par lui, si subite notre enveloppement de silence et de solitude. Hier matin encore, c'était le Caire encombré de touristes, la vie comme dans toutes les stations hivernales élégantes. Cet enveloppement de silence et de solitude est une bénédiction pour celui qui fuit déjà ce qu'il appellera méchamment dans la mort de filet les cooks et les cookesses. Loti apparaît précurseur dans cette idée qui connaîtra une certaine fortune dans la littérature viatique du XXe siècle d'un abandon de soi à l'ailleurs, d'une passivité consentie comme pour mieux mettre en cause la supposée rationalité du sujet occidental avec sa volonté dominatrice et prédatrice qui s'est traduite tout à la fois par l'occupation et, il faut bien le dire, le saccage d'une partie de la planète à l'époque coloniale. On se souvient de la célèbre phrase de Nicolas Bouvier au début de l'usage du monde, 1963, « On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. » Alors Loti, lui, il ne veut pas encore être défait, mais il veut bien se laisser emporter au pas des chameaux berceurs dans l'infini du désert rose, comme il dit magnifiquement dans une prose rythmée, mimétique, qui mime le bercement des chameaux eux-mêmes. Le narrateur se révèle ainsi, en dévoilant le désert, donc dans sa beauté native, le narrateur se révèle ainsi à lui-même. Double dévoilement dont la dimension primitiviste renvoie sans doute secrètement au Rousseau des rêveries du promeneur solitaire.
Cette acceptation de se perdre dans l'infini, cette prise de possession de nous par lui, comme dit encore superbement le narrateur dans la citation lue tout à l'heure, est bien une forme d'envoilement, un enveloppement, qui fait du désert lui-même une sorte de grand burnous métaphorique dans lequel le corps désirant du voyageur s'engouffre. Cariotti joue évidemment sur le désert comme désir. Attirance, certes dépourvue de fantasmes sexuels, en tout cas il me semble, mais qui laisse deviner en revanche un fantasme régressif, le bercement des chameaux, évoquant, je pense fatalement, celui de la mer. Sorte d'aspiration à un espace matriciel dont on se laisserait envelopper. Il y a quelque chose d'un voyage onirique qu'évoque ici Loti dans ce déplacement nocturne où il expérimente une mort à soi qui se veut en même temps une renaissance symbolique puisqu'elle marque la rupture avec le monde de la civilisation moderne qu'il déteste tant. À cet envoilement oriental recherché s'oppose un envoilement inquiétant, celui qu'on trouve justement dans La mort de Philet, où le ciel est dès les premières pages couvert de nuages noirs qui ne sont pas d'origine naturelle. Certes, sur le plateau de Gizeh, le charme opère encore dans ce monde où tout est uniformément rose sous les étoiles de minuit et où se dressent dans une immobilité spectrale des symboles géants. Mais très vite, dans ce mois de janvier 1907, une buée hivernale qui traîne au fond des ballons de sable, puis une brume qui s'épaissit dans les régions basses à mesure que l'heure avance, recouvre d'un voile suspect le désert, le sphinx assistant impossible au changement du climat de l'Égypte. Car ce que décrit Loti n'est rien moins qu'une transformation profonde de l'environnement, ce dont il accuse évidemment les Anglais, constructeurs du premier barrage d'Assouan, dans les premières années du XIXe siècle. Les nouveaux envahisseurs, dit-il, de ce pays, ont apporté sans doute l'humidité de leur île brumeuse, en changeant le régime des eaux du vieux Nil pour rendre la terre plus mouillée et plus productive. Et ce froid inusité, ce brouillard si léger qu'il soit encore, paraissent un indice de la fin des temps. Il va fort, hein ? Cette brume qui va devenir un brouillard est bien une sorte de voile qui symbolise cette fois-ci non plus la fraîcheur naturelle d'un désert dans lequel les hommes ne font que passer, mais au contraire une forme de modernité agressive causée par la puissance occupante. À travers son anglophobie habituelle, Loti décrit un phénomène qui nous intéresse aujourd'hui au plus haut point, à savoir la possible modification du climat par l'activité humaine. C'est quelque chose que j'ai découvert moi-même en relisant Loti. Car c'est bien la retenue d'eau du premier barrage d'Assouan, même si elle n'est pas comparable, il n'était pas comparable par sa taille à celui qui sera construit dans les années 60, qui causerait, selon Loti, une évaporation dans l'atmosphère, laquelle contribuait à produire, à des centaines de kilomètres de là, dans les marges du Caire, ce brouillard d'hiver, je le cite, qu'exhalent d'en bas les champs artificiellement mouillés. Alors il paraît bien difficile, évidemment, aujourd'hui de savoir si l'accusation portée par le narrateur de la mort de Philet est juste historiquement. Mais il est remarquable, me semble-t-il, qu'il ait anticipé avec un siècle d'avance des préoccupations considérées aujourd'hui comme une urgence mondiale et dont une nouvelle approche de la littérature se fait elle-même le véhicule à travers la discipline émergente de l'éco-poétique. Dès le début du chapitre 2, le ciel se couvre d'un voile menaçant, annonçant un climat qui semble se dérégler dans une Égypte pensée d'habitude comme millénaire, donc inchangée. Je cite encore Loti. Des nuages échevelés et mauvais, comme ceux de nos giboulées de Mars, courent dans un pâle ciel du soir qui donne froid à regarder. Un vent âpre, humide, tout à fait hivernal souffle sans trêve et fait passer sur nous, de temps à autre, le furtif arrosage d'une pluie.
Ce qui s'annonce ici se concrétisera au dernier chapitre du livre, celui qui relate l'inondation de l'île de Philæ, qui donne son titre donc à l'ouvrage. C'est le récit, si ce n'est d'un moderne déluge, en tout cas de ce qu'on pourrait appeler une dystopie climatique qui est ici racontée. Et il est vrai d'ailleurs qu'au temps où Loti visitait la Nubie, le temple consacré à Isis était partiellement recouvert par les eaux, au point qu'à certaines périodes de l'année, eh bien, pour y accéder, il fallait prendre une barque. C'est ce que fait Loti. Donc ce qu'il décrit est vrai. Là où l'imaginaire joue, c'est que c'est la fin des temps. Particulièrement sensible au programme archéologique, le voyageur français, au patrimoine archéologique, le voyageur français est horrifié par sa destruction programmée. Il écrit « Halte et silence, il fait sombre, il fait froid, les avirons ne remuant plus, on n'entend que la plainte du vent et le clapotis de l'eau sur les colonnes, sur les bas-reliefs. Et puis tout à coup, le bruit d'une chute pesante, suivie de remous sans fin. Quelques grandes pierres sculptées qui viennent de plonger à son heure pour rejoindre dans le chaos noir d'en dessous celles déjà disparues, et les temples déjà engloutis, et les vieilles églises coptes, et la ville des premiers siècles chrétiens, tout ce qui fut jadis l'île de Philæ, la perle de l'Égypte, l'une des merveilles du monde. Isis, donc, la déesse voilée qui hantait déjà le voyage en Orient nervalien, est à nouveau au cœur du récit de Loti. Mais c'est désormais elle-même qu'une modernité industrielle insoucieuse du passé risque de recouvrir définitivement. L'eau, celle issue du barrage, n'est-ce pas, qui envahit l'atmosphère et se transforme ensuite en pluie, constitue métaphoriquement un voile funèbre, une sorte de linceul qui menace de recouvrir le patrimoine matériel égyptien. Par ailleurs, l'inquiétude lotienne liée au changement de climat en Égypte ne concerne pas que la préservation des antiquités pharaoniques. On a déjà vu que le chapitre 2, intitulé significativement « La mort du Caire », commençait par la vision de nuages échevelés et mauvais couvrant le ciel. Cette thématique d'une disparition du soleil, donc d'une sorte d'envoilement déprimant de la capitale égyptienne recouverte d'un ciel triste, se poursuit lors des pérégrinations urbaines du narrateur. Outre les pages violentes contre les touristes profanant par leur simple présence la mosquée de Mohamed Ali, Loti donne de la ville vue de manière panoramique depuis la citadelle l'image d'une cité moderne déjà polluée et qui ne peut pas ne pas faire penser à la capitale anglaise, couverte à la même époque d'un fog persistant dû à l'industrialisation massive du pays et au rejet de charbon dans l'atmosphère. Voici donc la vision cauchemardesque d'un Caire qui commence à être londonisé. Mais là-bas, très au loin, près de cette traînée d'argent qui passe dans les plaines et qui est le vieux Nil, les temps nouveaux s'indiquent par des cheminées d'usines, effrontément hautes, enlaidissant tout en lançant au milieu du crépuscule d'épaisses fumées noires. Je vois que le temps passe, donc je termine et j'en arrive à ma conclusion. Directement, je saute, voilà, tout simplement mon commentaire de ce passage. Nous arrivons donc au terme de notre parcours avec ce que nous pourrions appeler un réenvoiement de l'Égypte, mais qui opère du même coup un renversement axiologique, congédiant implicitement la vision volnéienne des musulmanes voilées d'Alexandrie, comparées à des fantômes ambulants, oubliant le regard de près volontairement démythifiant d'un Chateaubriand ou d'un Flaubert. Loti se situe au fond dans la lignée des récits viatiques de Nerval et de Gautier, liés à la fois par une commune poétique du zigzag, vous avez peut-être été sensible au mot de caprice, qui immédiatement nous renvoie à Gautier, caprice et zigzag, et par une vision par ailleurs beaucoup plus accueillante de l'islam, où le voile porté par les femmes, fût-il noir, n'a rien d'inquiétant. Doit-on lire la violence avec laquelle l'Angleterre aurait recouvert l'Égypte d'une eau diluvienne chez Loti comme le triomphe du masculin sur le féminin? Il est possible qu'une telle symbolique soit à l'œuvre dans la mort de Philæ,
et qu'à l'inverse, dans le désert, le voyageur envoilé dans son burnous et s'abandonnant au bercement des chameaux soit l'indice d'une sorte d'auto-féminisation associée à un rêve régressif. Cela dit, on a vu que chez Nerval, le voile féminin peut être l'objet d'une illusion déceptive avec les avatars de la figure d'Isis, ou alors un objet ridiculisé par les fantasmes d'autoprotection qu'il traduit, comme avec le portrait du touriste anglais. Quoi qu'il en soit, non seulement le voile joue un rôle ambivalent, il peut être repoussant, parodique, attirant, voire fascinant, mais au fond, il y a plusieurs sortes de voiles. Il peut être féminin ou masculin, couvrant le visage ou l'ensemble du corps, oriental ou occidental, réel ou métaphorique. Qu'il soit considéré dans sa littéralité ou comme une image, le voile apparaît comme une thématique récurrente dans les récits de voyage en Égypte au XIXe siècle et met en jeu des questions esthétiques et idéologiques, mais aussi, plus largement, d'épistémologie et de relations interculturelles. Il révèle en même temps des rapports de domination entre les sexes, mais aussi, parfois, une façon de les subvertir en montrant des phénomènes de résistance au voyeurisme masculin occidental. Le voile est finalement tout aussi ambivalent que la frontière. Il peut servir à séparer comme à relier. Je vous remercie.